Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un tireur au bazooka intégré au sein de la 4e division d'infanterie US dans la forêt de Hurtgen. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous aidera à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur internet. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pourrez facilement me contredire sur certains points grâce à des photos d'époque, mais attention, les photos d'époque ne veulent pas tout dire. Ce n'est pas parce qu'un équipement n'est pas en photo qu'il n'a jamais existé, ou ce n'est pas parce que vous avez une photo que c'était réglementaire. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures, et vous retrouverez l'intégralité des éléments qui composent la tenue que je vais vous présenter dans la description avec le timing correspondant. C'est sous les ordres du major général George H. Cameron, en 1917, que naquit la 4e division d'infanterie US. Elle arrivera en France en juin 1918 et participe à de nombreuses batailles. Elle est ensuite démobilisée pour être réactivée au fort Benning en Géorgie le 1er juin 1940 et commencera son entraînement. Elle passera sous le contrôle de la 2e armée en novembre 1941, puis va dans différents lieux pour s'entraîner. C'est en janvier 1944 qu'elle sera transférée en Grande-Bretagne pour préparer le débarquement. La division compte 18 000 hommes et est rattachée au 7e corps pour le 6 juin 1944. La division débarquera le D-Day sur Utah Beach comme fer de lance de la force U à 6h30. Parmi les premiers hommes débarqués se trouve un officier, l'homme le plus âgé du débarquement, le brigadier général Theodore Roosevelt Jr., fils aîné de l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt. La division nettoie les abords des plages pendant la journée pour atteindre Turqueville. À la fin de cette journée, la division n'aura perdu que 197 hommes. Dans les jours qui suivent, la 4e division US enchaîne bataille et victoire et se dirige vers Cherbourg avec le 7e corps à partir du 18 juin 1944 pour aider à prendre la ville, objectif clé jusqu'à sa reddition le 27 juin. Depuis le débarquement jusqu'à la fin du mois, la division aura perdu 5452 hommes, tués, blessés ou disparus. En juillet, elle participe à diverses opérations, dont l'opération Cobra, pour être retirée du front le 1er août, pour ensuite participer à la contre-attaque de Mortain. Elle participera le 25 août 1944 à la libération de Paris, aux côtés de la 2e DB française du général Leclerc. Elle fait ensuite chemin vers la Belgique, puis enfonce la fameuse ligne Siegfried, en étant la première unité américaine à la franchir. Puis elle est envoyée combattre dans la forêt de Hurtgen en novembre 1944, qui sera surnommée Death Factory en Allemagne. Après avoir perdu un nombre considérable d'hommes, la division est mise au repos au Luxembourg, début décembre 1944. Lors de la contre-offensive des Ardennes, elle contribuera à stopper l'avance allemande dans ce secteur. S'enchaîne alors une période où la 4e division d'infanterie ne fera qu'avancer en territoire allemand, jusqu'à l'armistice du 8 mai 1945, stoppant sa progression. En tout, la division a perdu 21 550 hommes en presque un an de lutte. 5 hommes ont été décorés de la prestigieuse médaille d'honneur du Congrès, dont 4 lors des combats de Hurtgen. Le général Theodore Roosevelt pour ses actions le 6 juin 1944, mort le 12 juillet 1944. Le sergent-chef Marcario Garcia du 2e régiment d'infanterie, mort le 27 novembre 1944. Le lieutenant-colonel George L. Mabry Jr., 2e section du 8e régiment d'infanterie, mort le 20 novembre 1944. Le lieutenant Bernard J. Ray, qui sacrifie sa vie héroïquement le 17 novembre 1944. Et le soldat Pedro Cano du 8e régiment, mort le 2 décembre 1944. Les soldats de la 4e division d'infanterie furent engagés presque sans arrêt depuis la Normandie jusqu'à la capitulation en mai 1945, ce qui, rendez-vous compte, était très long et la logistique devait suivre, étant constamment en train de progresser. Ainsi, il n'était pas toujours possible d'avoir des vêtements adaptés en fonction des températures, d'où l'absence d'overcoat ici. Cependant, notre soldat a pu toucher des overshoes lui permettant de ne pas se geler les pieds et de rester au sec. Le pantalon moutarde était le pantalon le plus répandu dans l'armée US pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il dispose de 2 poches sur les côtés, 2 poches sur l'arrière et une poche pour la montre à gousset à l'avant, tradition conservée depuis des dizaines d'années. Il se ferme à l'aide de 5 boutons à l'avant et des passants pour ceinture sont disposés autour de la taille. Ici, notre soldat porte une ceinture US destinée aux officiers, non réglementaire mais sans doute de la récupération. Il sera rentré dans les guêtres et blousé par-dessus pour éviter au maximum de mouiller la chaussure en cas d'environnement humide. Adoptés en 1943, les brodequins en cuir retourné sont distribués à toute l'armée US, principalement à l'infanterie. Elles ont une semelle en caoutchouc et des lacets en nylon sont utilisés. Vous ne les voyez pas ici car portés sous les overshoes, mais vous pouvez apercevoir les guêtres M1938
destinés à imperméabiliser et protéger le brodequin au maximum. Par-dessus, les overshoes sont portés pour protéger au maximum le pied du froid. Il s'agit de surbottes à semelles enveloppantes en caoutchouc. Il s'agit ici du premier modèle, les modèles suivants étant réalisés principalement en toile imperméable, le caoutchouc venant à manquer. Il s'agit ici d'une paire originale, elle se ferme par 4 barrettes métalliques. La chemise M37 fut distribuée à partir de 1938 avec le pantalon précédemment présenté. Elle se ferme par 7 boutons sur l'avant et est surnommée chemise moutarde à cause de la couleur de la laine utilisée. Un rabat anti-gaz pourra être ajouté en fonction de l'année de fabrication, tout comme il peut y en avoir un sur le pantalon. Les dog-tags sont ici portés par-dessus le col pour éviter que la chaîne n'abîme le cou. Ces plaques d'identification permettent d'identifier le soldat et son groupe sanguin en cas de coup dur. Cela permet de faire un suivi précis des pertes par division, et ainsi pouvoir prévenir la famille de la perte de leurs proches. La chemise moutarde présente 2 poches sur la poitrine, permettant de conserver du petit équipement tel que le portefeuille ou même de l'argent, comme ici des dollars. Attention au moment de prendre la chemise, la longueur est plus longue qu'une chemise classique. Basez-vous donc sur le tour de torse et la longueur des bras avant de commander. La veste M41 était la veste réglementaire de toute l'armée américaine, en dotation principalement dans l'infanterie. Elle est une évolution de la veste M38 qui dispose de poches disposant de rabats avec des boutons sur les poches extérieures. La seconde version, la M41, est adoptée en mai 1941 et des pattes d'épaule seront ajoutées. Elle est dotée d'une doublure en laine et les 2 poches extérieures, obliques, sont plus destinées à y mettre les mains que tout autre matériel. Les soldats de la 4e division d'infanterie US n'avaient pas systématiquement des pages de division durant la bataille d'Ortgun, d'où son absence volontaire ici. De même, notre soldat devra avoir des grades de T5 correspondant à technicien 5e grade, mais il était fraîchement promu et il n'a pas encore pu coudre ses grades. Les gants en tissu de laine sont utilisés par les soldats américains pour se protéger les mains du froid dès qu'ils ont moyen d'en percevoir. Ils ont l'intérieur de la paume renforcé avec du cuir. Les gants français après-guerre diffèrent légèrement mais peuvent être acceptés en reconstitution. La casquette Beanie est une casquette tricotée en laine standardisée en février 1942. Elle est destinée à se protéger les oreilles et le crâne du froid sous le casque lourd M1. Le casque en acier M1 est adopté le 9 juin 1941, venant remplacer le casque M1917A1. Il est doté, en décembre 1942, d'un jonc en acier inoxydable pour améliorer ses propriétés antimagnétiques. La soudure de ce jonc est réalisée à l'avant pour tous les modèles développés pendant la Seconde Guerre, en Europe, les joncs à l'arrière étant réalisés à partir de 1944, mais distribués au front Pacifique courant 1945, en raison des stocks de casques M1 déjà fabriqués à écouler. Un filet de camouflage vient se placer entre le casque lourd et le liner, ou sous-casque, destiné à permettre un bon maintien sur la tête. Il s'agit ici d'un ensemble original à 75%, le casque, le filet et le liner sont originaux, seul l'intérieur du liner et les jugulaires sont en reproduction, refait à neuf par un professionnel. Tout soldat se doit d'être équipé à un minimum pour survivre en territoire ennemi. L'infanterie était dépendante des lignes de ravitaillement, donc pouvait transporter moins d'équipements comme les vivres ou les munitions que les troupes aéroportées. Mais cela ne les empêchait pas de transporter tout de même beaucoup de matériel. Lorsqu'un fusil n'est pas en dotation, alors le ceinturon M36 sera le ceinturon utilisé, permettant de porter de nombreux accessoires grâce à ses œillets. Un porte-chargeur M1923 de Colt 1911A1 sera disposé à l'avant du ceinturon, sur un bouton pression prévu à cet effet. 2 porte-chargeurs destinés à recevoir 2 chargeurs de carabine M1 chacun seront disposés sur le côté gauche. Ils se ferment grâce à un bouton pression. À gauche, un original, à droite, une reproduction. Sur le flanc arrière gauche sera placée une gourde M1942, glissée dans le quart et dans une housse M1910. Un couteau du tranché M3, glissé dans son fourrant bakélite M8, sera placé à l'arrière. Une pelle M843 sera glissée dans une housse, accrochée au ceinturon sur le côté droit, de manière à ne pas gêner les mouvements. Sur le flanc droit, un holster M816 en cuir brun permettrait de transporter un Colt 1911A1 qui peut être porté par un servant d'armes collective, comme notre tireur bazooka ici. Le pistolet semi-automatique Colt 1911A1 est en calibre 45 ACP et dispose d'un chargeur de 7 cartouches. Environ 2,5 millions d'exemplaires de Colt 1911 et Colt 1911A1 ont été fabriqués entre 1911 et 1945. En cas de coup dur, chaque soldat devait pouvoir être soigné rapidement. Les infirmiers utilisaient en priorité le First Aid Kit porté par le soldat avant d'utiliser leur matériel. Le First Aid Kit contient un bandage et un sachet de sulfamide à saupoudrer sur la blessure. Le Havresac M228 aura ses propres bretelles pour s'accrocher au ceinturon M36 sur les œillets supérieurs et permettra de transporter les affaires du soldat. Sur l'arrière sera fixée une housse permettant de contenir la gamelle modèle 1142 dans laquelle seront placés les couverts. Le sac porte-roquettes M6 peut recevoir 3 tubes en carton bitumé, dans lequel 3 roquettes M6A1 ou M6A3 seront stockées. Il s'agit du modèle infanterie, le modèle pour les parachutistes disposant d'une sangle supplémentaire. La housse est une reproduction et se ferme à l'aide du bouton pression. Les tubes n'étant pas forcément simples à trouver en reproduction, vous pourrez utiliser, comme ici, des tuyaux en PVC repeints en noir.
Les roquettes M6A1 sont des munitions anti-char perforantes et explosives. Ces roquettes sont mises à feu grâce à une étincelle générée par 2 piles contenues dans le bazooka. Elles sont ici de parfaite reproduction en métal peintes en vert. La carabine US M1 est arrivée en octobre 1941 et sera fabriquée à 6 millions d'exemplaires durant toute la Seconde Guerre mondiale. Elle est destinée à tous les personnels ayant déjà un équipement collectif, comme une radio, un mortier ou comme ici un bazooka. Elle est dotée de chargeurs de 15 cartouches en calibre 30 carbine, calibre spécifiquement développé pour cette arme. Il s'agit en fait d'un garand miniature pour vulgariser. L'emploi du Colt 1911A1 précédemment présenté n'est pas tellement réglementaire, celui-ci venant en double emploi de la carabine. Mais notre soldat a choisi de s'en doter d'un, celui-ci n'ayant pas énormément de chargeurs de carabine en réserve. Il s'agit ici, comme pour le Colt 1911A1, d'une réplique de chez Denix, légèrement retravaillée pour paraître plus réaliste. Elle sera portée à l'aide de sa bretelle dans le dos du soldat pour permettre de ne pas gêner ses mouvements lorsqu'il utilisera son bazooka. Cependant, ne comptez pas faire des cascades avec, vous vous feriez très mal au dos dans cette position. Le lance-roquette ou bazooka M1A1 en calibre 59 mm est adopté en 1943. Il s'agit d'une version standardisée du bazooka M1, lui-même standardisé en juin 1942. Ces deux versions sont fabriquées par le fabricant General Electric Corp. Il est constitué d'un tube en acier muni d'une crosse et d'une poignée en bois, d'un système de visée permettant de tirer à 100, 200 et 300 yards, et d'un mécanisme de mise à feu. Le système de mise à feu est géré de manière électrique, ainsi donc 2 piles BA30 sont stockées dans la crosse. Le circuit électrique est fermé lorsque la détente est pressée, permettant ainsi le départ du coup. La bretelle du bazooka est le modèle M1 en coton filé employé avec le fusil. Mais ce modèle de bazooka connaît des défauts, surtout en territoire humide, l'humidité oxydant les contacts métalliques, provoquant des incidents de tir. Un petit bouclier pourra se retrouver sur certaines photos, la combustion du carburant au départ de la roquette pouvant être assez toxique pour le tireur. À la demande des parachutistes, un bazooka pliant désigné M9 est adopté en juin 1943. Après une modification portant sur le renforcement de la bride d'assemblage, le modèle M9A1 est adopté sur le front en septembre 1944. Ce modèle est donc constitué de 2 éléments tubulaires, démontables pour le transport. Le bazooka M9A1 possède une crosse métallique, offrant 2 positions de tir. La mise à feu de la roquette est effectuée par un dispositif à induction, dynamo, contenu dans la poignée. Un interrupteur sera monté dans la poignée pour faire office de sécurité. Pour s'adapter, la roquette M6A3 fut développée. Elle avait une ogive ronde et les ailettes ont disparu. Le M9A1 sera utilisé jusqu'à la fin de la guerre par toutes les formations d'infanterie. Un peu plus de 300 000 bazookas M9A1 auront été fabriqués de juin 1944 à mai 1945. Le système de visée a pu évoluer, passant rapidement sur un deuxième modèle comme présenté ici. Il s'agit du modèle T90 adopté en septembre 1944. Il était donc tout à fait possible de retrouver ce modèle de lance-roquette sur le front en décembre 1944. Celui-ci étant plus pratique et plus précis à utiliser. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque Zeta Lab, réplique réaliste à 90%, mais pas optimale pour le jeu, la grenade de 40 mm se situant au milieu du tube. Il était également possible de transporter le fusil M1 Garand à la place de la carabine USM1, mais pour cela, il faudrait adapter votre ceinturon et enlever le Colt 1911A1, celui-ci n'ayant pas de place disponible sur le ceinturon. A savoir qu'un servant sera plus à même de transporter le sac de roquettes, celui-ci pouvant ainsi charger la roquette et la brancher pendant que le tube est à l'horizontale. Il était donc rare de voir un soldat aussi chargé que celui présenté ici. Les brodequins en cuir retourné, aussi appelés type 3, ont été conçus pour remplacer les types 1 et 2, comportant un bout rapporté à l'extrémité de la chaussure. Elles furent développées à l'automne 1942 pour être approuvées en janvier 1943. C'est durant le printemps 1944 que des lots massifs furent envoyés en Angleterre en vue de l'opération Overlord. Elles sont donc portées par toutes les troupes de l'infanterie avant d'être remplacées par les brodequins à jambières. Les guêtres furent développées juste avant le début de la guerre en Europe, d'où leur nom guêtre M1938, étaient destinés à compléter les brodequins pour imperméabiliser au maximum la chaussure, empêchant la poussière, les insectes et la boue de rentrer dans la chaussure. Elles se ferment par un lacet en coton qui peut se casser. Prévoyez toujours un lacet de rechange dans votre paquetage. Les overshoes sont des surbottes s'enfilant par-dessus les brodequins en cuir retourné et les guêtres, permettant ainsi de protéger les pieds du froid et de la boue que nous pouvions retrouver dans les Ardennes et dans les forêts allemandes. Elles sont issues du premier modèle, réalisé entièrement en caoutchouc, lorsque le modèle suivant aura une partie supérieure en toile par mesure d'économie. Elles se ferment par 4 boucles, passées dans un crochet, et la taille est indiquée sous la semelle, imprimée en rouge. Ces bottes sont assez difficiles à trouver en bon état, et encore plus à la bonne taille. Le pantalon moutarde est apparu en 1937 dans toute l'armée US et sera le pantalon réglementaire pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il peut disposer d'un rabat supplémentaire derrière les boutons sur l'avant pour servir de rabat anti-gaz.
Des passants seront disposés pour permettre le passage d'une ceinture, et des boutons à l'intérieur de la taille pourront permettre l'utilisation de bretelles, optionnelles si vous choisissez le port de la ceinture. Il s'agit ici d'une reproduction, mais les originaux peuvent encore se retrouver à des prix intéressants. Le pantalon devra être blousé par-dessus les guêtres. Développée en même temps que le pantalon du même nom, la chemise moutarde M37, appelée ainsi à cause de sa couleur, était également réglementaire dans toute l'armée US tout au long de la guerre. Elle est réalisée en laine, se ferme par 7 boutons et comporte 2 poches sur la poitrine, destinées à y mettre des papiers personnels ou, comme ici, de l'argent. Les dog-tags ont été placés par-dessus, plaques d'identité permettant d'identifier le soldat par son matricule, mais aussi permettre aux infirmiers d'identifier le groupe sanguin. La veste M41 fut développée, comme son nom l'indique, en 1941 et vient remplacer les vestes de combat utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Une première version fut mise en place en 1938 avec des rabats pour les poches permettant de les fermer. Différentes teintes de vestes peuvent être retrouvées en fonction des fabrications. La 4e division d'infanterie avait, comme toutes les divisions, un insigne à porter sur le bras, mais il ne fut que peu porté durant la bataille d'Urtgen, et notre soldat première classe est censé être technicien 5e grade, mais là aussi il ne porte pas son grade, n'ayant pas eu le temps de le coudre ou ne l'ayant pas encore perçu. Les gants et la casquette beanie étaient proposés aux soldats pour se protéger du froid, mais étaient malheureusement les seuls éléments, en plus d'une éventuelle écharpe, distribuée à la 4e division d'infanterie pendant l'hiver 44, quoi qu'on puisse retrouver quelques overcoats. Les gants sont réalisés en laine avec le plat de la main en cuir marron. Il s'agit ici d'une reproduction moderne, tout comme c'est le cas pour la casquette beanie, bonnet de laine vert olive à visière, destiné à protéger les oreilles et le crâne du soldat sous le casque M1. Développé en 1941, le casque M1 est composé d'une bombe en acier au manganèse et d'un sous-casque réalisé en carton recouvert de tissu, qui sera remplacé en 1942 par un sous-casque en résine pour éviter les problèmes en milieu humide. Le casque subira plusieurs modifications au cours de la guerre, la principale étant le changement des pattes de fixation des jugulaires, passé de fixe, comme ici, à mobile pour éviter les problèmes de casse. La jugulaire est cousue et placée sur l'arrière, celle-ci n'ayant que rarement été utilisée pour maintenir le menton, le serre-tête étant suffisant pour tenir le casque sur la tête, en plus de son propre poids. Le premier modèle de liner, comme ici, ne disposait pas d'une taille réglable et était réalisé en rayonne blanche. Cela passera en toile de coton couleur beige vers le milieu de la guerre. Le filet est un modèle petite maille, il s'agit d'un modèle original en parfait état, mais un filet abîmé fera également l'affaire. Le casque est un original lorsque les jugulaires et l'interne du liner sont de la reproduction. Équipé d'une carabine USM1, notre soldat dispose donc du brelage adapté pour correspondre à ce type d'armement. Un porte-chargeur pour Colt 1911A1 est disposé sur le bouton pression placé au bout du ceinturon. Juste à côté, nous retrouvons 2 porte-chargeurs pour les chargeurs de carabine USM1, la gourde M42 placée sur le quart M42, lui-même glissé dans un étui M110, sera placée aux 3 quarts arrière gauche. Le couteau USM3 glissé dans un fourreau bakélite USM8 sera placé à l'arrière. Pas le plus pratique pour s'asseoir, mais il pourra ainsi être rapidement accessible aux pourvoyeurs en cas de problème de câble. Sur le flanc droit, la pelle M1143, dite pelle pliante, était glissée dans une housse premier type, donc non réglable, lorsque le deuxième avait 3 emplacements différents pour le crochet, la fixant au ceinturon. Sur le côté droit, nous retrouvons le Colt 1911A1 glissé dans un holster M1116 et le First Aid Kit glissé dans une pochette M1124. Le tout sera placé sur le ceinturon M36 qui aura une taille réglable. Une pochette spécifique pour la gamelle M142 sera placée sur l'arrière du havresac modèle 1128. Le havresac contiendra tout l'équipement individuel du soldat. Il s'agit ici d'un modèle original, surmonté d'une housse pour gamelle en reproduction. Le havresac permettra de ne pas utiliser de brelage M36, celui-ci ayant ses propres sangles de fixation. Un pan de toile de tente pourra également être porté sur une pochette spéciale, affixée au-dessous, mais il était très rare de retrouver cet élément au combat, celui-ci étant particulièrement encombrant. Comment transporter des roquettes lorsqu'on a un bazooka à alimenter? Utilisez le sac porte-roquettes M6, réalisé en toile et fermant avec 2 boutons pression. Il est utilisé principalement par l'infanterie, les parachutistes ayant leur propre modèle avec une sangle en plus pour accrocher au brelage lors du saut. Il peut contenir 3 roquettes de type M6A1 qui seront glissées dans des tubes en carton. A défaut d'avoir des tubes, vous pouvez faire comme moi, prendre des tubes de PVC du bon diamètre. Les roquettes sont ici des reproductions réalisées en métal, mais des reproductions en imprimante 3D peuvent être refaites par des professionnels ou même des particuliers. La carabine USM1 fut développée pour remplir le même rôle que le fusil M1 Garand, mais en version plus compacte, le M1 étant long et lourd. Elle fut fabriquée par de nombreux fabricants, comme Winchester ou même Underwood et IBM. Quel que soit le fabricant, toutes les pièces sont compatibles entre elles, sauf certaines culasses bombées civiles. Elle est chambrée en 30 carbines, munitions intermédiaires se situant entre la cartouche de fusil et celle de pistolet. Certains accessoires furent développés à partir de 1944, comme la hausse réglable sur plusieurs positions, contrairement à la hausse en L d'origine. Certaines hausses deuxième type furent donc utilisées en Europe, contrairement au tournon de baïonnette, apparu en 1945 et distribué en infime quantité
quantité sur le front Pacifique. C'est ici une réplique d'Enix légèrement retravaillée au niveau du bois. Le bazooka M1 arriva juste avant le débarquement des Américains en Afrique du Nord, en juillet 1942, pour un débarquement en novembre 1942. Mais des défauts furent découverts et une nouvelle version vit le jour, le bazooka M1A1, en juillet 1943. Celui-ci utilisait les roquettes M6A1 présentées précédemment, et était un simple tube en acier avec une petite grille pour viser, une ou deux poignées et une crosse en bois qui contient les piles servant à alimenter le circuit électrique, destiné à faire partir la munition. Cette version fut utilisée autant par l'infanterie que par les parachutistes en Normandie, malgré le manque de praticité lié à un tube aussi long. Un pourvoyeur était nécessaire pour alimenter le bazooka en roquettes, ainsi le sac sera porté par quelqu'un d'autre que le tireur. Il s'agit ici d'une reproduction très réaliste. Le bazooka M9A1 fut utilisé pour les premières fois à l'automne 1944 sur le front européen. Il répondait aux problèmes rencontrés sur le bazooka M1A1, à savoir les problèmes d'humidité et donc d'oxydation des connectiques, qui pouvaient empêcher le tir de la roquette, et le manque de mobilité lors des déplacements. Ainsi, une version démontable en deux parties fut développée, avec un système de visée T90 plus évolué. Une nouvelle roquette, non présentée ici, est également créée, la roquette M6A3, avec une ogive ronde et l'absence d'ailettes. Ces nouvelles roquettes fonctionnaient de la même manière que les précédentes, sauf que le départ n'était plus conditionné par un système électrique, mais par un système de dynamo. Le bazooka était d'ailleurs doté d'un bouton de sûreté, présent sur la poignée. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque Zetalab, production très fidèle et réaliste en tout point, sauf le mécanisme évidemment, prévu pour des grenades de 40 mm. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Si vous aussi voulez me soutenir, vous pouvez le faire par la page Tipeee qui se trouve dans la description de cette vidéo. Cela pourra m'aider autant sur la forme que sur le fond de mes vidéos. Je tiens à remercier la petite musette pour son soutien, ainsi que Jérémy qui m'a aidé à rédiger ce texte. Vous retrouverez des liens dans la description si vous voulez aller plus loin sur la 4ème division d'infanterie. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniformes et de VIP. Salut! Je vais la voir.